Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant face à la mort. Et nous sommes aujourd'hui avec notre invitée Vanessa Meyer, qui est doula de fin de vie. Bonjour. 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 Vanessa, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours ? Oui, alors mon parcours, il n'a pas tout de suite été en fait, on va dire en contact avec la mort. J'ai un parcours relativement classique où quand il a fallu que je choisisse une voie professionnelle, je ne savais pas trop quoi faire et à l'époque, être employé de commerce, c'était un petit peu je ne vais pas dire la voie usuelle, mais enfin dans les situations comme la mienne où j'étais pas forcément très 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 bonne à l'école, c'était un peu voilà ce qui se présentait. Ça me plaisait assez bien de me dire que j'allais faire un apprentissage parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre en pratiquant. Donc voilà, moi j'ai vraiment un parcours professionnel d'abord d'assistante administrative. Et puis actuellement, je suis assistante de direction dans un centre à l'EPFL. Et puis en fait, parallèlement à mon activité d'assistante de direction, j'ai été amenée à me demander comment est-ce que je pouvais utiliser certaines de mes compétences interpersonnelles que j'utilise bien évidemment dans mon travail, mais pas forcément de la façon dont j'aurais aimé. Et c'est vrai que l'accompagnement de personnes en fin de vie, c'est quelque chose qui m'a été suggéré. C'est pas forcément quelque chose qui est venu de moi-même. C'est quelqu'un qui me l'a suggéré. Et puis, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu, comment dire, les gens viennent souvent vers moi, en fait, se confier. Et j'ai, je pense, une qualité d'écoute, entre autres aussi une qualité de présence qui fait que les personnes sont assez rapidement en confiance et se sentent assez à l'aise, en fait, et en sécurité de me confier des choses assez intimes et personnelles. Et puis, c'est vrai que du coup, j'ai toujours eu envie de faire de l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose que, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'avais envie de faire. Même à l'époque où j'ai décidé d'être employée de commerce, mais il n'y avait pas vraiment de métier qui me faisait suffisamment envie pour que je me décide d'en faire une activité professionnelle. C'est vraiment sur le tard, on va dire, que l'accompagnement de personnes en fin de vie est venu à ma rencontre par le biais de discussions avec des personnes qui me connaissent bien et qui, elles, m'ont suggéré, mais est-ce que tu as pensé à faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie? Puis c'est vrai que sur le moment, j'ai dit, bah non, en fait, j'y ai jamais pensé, mais ça me rebute pas, disons comme ça. Et puis j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur Internet. J'ai découvert les doulas de naissance. Et comme c'est pas forcément le domaine de la vie qui, on va dire, pour lequel j'ai une forme d'attirance, je me suis dit, ah bah ce serait chouette qu'il y ait des doulas, mais de fin de vie. Et puis j'ai découvert qu'elles existaient, alors pas forcément encore en Suisse à l'époque, mais c'est un petit peu comme ça que je me suis dirigée vers cette activité. J'étais prête à aller jusqu'au Canada pour me former, puis finalement, j'ai pas eu besoin d'aller si loin. Je suis allée me former en Angleterre avec une personne qui pratique depuis plus de 20 ans. Et puis, je me suis aussi formée avec Rosette Poletti, qui est voilà, quelqu'un d'assez connu en Suisse romande, qui fait de l'accompagnement de personnes en fin de vie et qui enseigne l'accompagnement depuis très longtemps. Et puis voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis devenue doula de fin de vie et que j'ai commencé à accompagner dès 2018. Votre parcours est très intéressant. Et en Suisse, du coup, cette formation n'existe pas du tout? Alors oui, en Suisse, elle existe. Il y a une formation certifiante qui est justement donnée au centre de formation Poletti. Après, il y a aussi d'autres écoles formatrices qui offrent des formations certifiantes. Il y a des formules hybrides ou des formules en ligne. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Alors, ces formations, elles sont certifiantes. Après, il faut savoir que ce ne sont pas des certifications qui sont, on va dire, reconnues par les organismes institutionnels, vaudois par exemple, ou cantonaux. Et que il y a l'association Doula de fin de vie suisse que j'ai fondée en 2019 qui existe
et qui rassemble les personnes qui, comme moi, ont fait une formation pour devenir doula de fin de vie. Et cette association, elle fournit de la formation continue, en fait de l'intervision. On a aussi une ligne de supervision. Enfin voilà, on essaye de structurer et de soutenir les personnes qui décident de faire cette même activité comme moi. Et est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste une doula de fin de vie? Oui, alors déjà peut-être ce que je peux vous dire, c'est que le mot doula, il vient du grec qui veut dire servante, ou on pourrait dire au service de. Donc déjà étymologiquement, c'est vraiment une activité où on est au service de la personne qui va nous mandater. Et puis on l'appelle aussi Tanadoula, de Thanatos, et voilà la contraction de la mort et la servante. Et puis c'est vraiment l'idée d'offrir un accompagnement qui soit non médical. Justement, c'est là où on a notre spécificité, c'est qu'on ne va pas du tout sur le terrain des soignants. On offre un accompagnement qui est non médical, qui soutient émotionnellement ou de façon pratique les personnes qui soit vont être en fin de vie, plus ou moins proches. Je veux dire, souvent là aussi, la fin de vie, on imagine toujours la fin de vie comme les derniers jours, alors que voilà, c'est aussi une des choses qu'on essaye d'expliquer, c'est que souvent il est mieux de ne pas attendre le tout dernier moment pour parler de certaines choses et se préparer. Donc on peut être soit auprès de la personne qui se rapproche de la mort ou très souvent auprès des proches qui eux aussi ont beaucoup besoin de soutien, qui sont souvent un peu à bout de force, même très à bout de force quand leurs proches se rapprochent de la mort. Mais aussi on est là pour les endeuiller. Et l'idée c'est d'avoir une forme de continuité dans notre accompagnement. Ça nous arrive en général d'accompagner une personne en fin de vie et puis d'être ensuite là pour les proches après le décès. Je dirais, une des forces qu'on peut avoir, c'est d'offrir une continuité dans l'accompagnement qu'on offre. C'est un petit peu le défi par rapport aux soignants, je dirais. C'est qu'il y a il y a vraiment une scission, enfin, il y a un arrêt de la prise en charge après le décès de la personne. Puis c'est vrai que les proches sont souvent, là, ils sont très seuls avec la suite de ce qui les attend, le deuil et tout le reste. Donc, Oui, il y a aussi tout ce qui est un peu administratif, organisation de l'enterrement auquel on ne pense pas. C'est ça. Oui, il y a tous ces détails-là. Et puis, il y a aussi toute la réalité de faire face aux difficultés qu'on peut parfois ressentir après le décès d'un aimé, avec aussi le sentiment d'être envahi, le chagrin, la perte. Ça peut être, voilà, nous, on peut être là pour accueillir le besoin de partager, rassurer des fois sur le fait que c'est normal qu'après, même déjà un certain temps, on ait toujours du chagrin et que ça fait partie en fait du chemin, c'est tout à fait normal. On essaye aussi comment dire, un petit peu casser certaines croyances autour de faire son deuil, comme s'il y avait un début, une fin, ou de bien faire les choses, ou que ça soit par étapes. En fait, le deuil, il est beaucoup moins linéaire que ce qu'on imagine. Enfin, voilà, nous, on a vraiment aussi tout un travail de redonner des informations qui, à une époque, circulaient entre les gens dans les communautés. Il y avait toujours des personnes qui avaient ces connaissances autour de la fin de vie, de la mort et du deuil, que maintenant, comme ce sont des sujets dont on ne parle pas, les gens sont souvent très désemparés, alors qu'on est vraiment dans des phases normales de la vie. On va tous et toutes un jour être confrontés à la fin de vie, à la mort et au deuil. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi une de nos missions, c'est d'ouvrir des espaces de discussion pour pouvoir remettre ces connaissances dans nos communautés, dans nos cercles, dans la vie de tous les jours, en fait. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques expériences qui vous ont marqué Alors, ce que je peux vous partager comme expérience, déjà, avant de partager peut-être des expériences, juste vous dire que souvent, on me demande c'est quoi la journée type d'une doula de fin de vie ou c'est quoi l'accompagnement type. Puis en fait,
c'est assez difficile de répondre par une réponse toute faite parce que chaque personne qui va nous contacter, elle va avoir un contexte, une situation, déjà un soutien autour d'elle qui va être différent. Et notre accompagnement, il va vraiment venir s'insérer dans ce qui existe déjà. Donc, je ne sais jamais trop ce qui m'attend. Et c'est aussi ce qui fait le côté chouette de cette activité, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qui nous attend et que c'est vraiment personnalisé. Donc ça peut être d'accompagner quelqu'un sur plusieurs jours, plusieurs semaines, mais des fois, enfin moi, ça m'arrive qu'on me contacte et puis on n'a rien le temps de faire et je suis que par téléphone et puis la personne décède et puis j'ai pas forcément eu le temps d'arriver jusqu'à elle. Donc si je vous dis ça, c'est pour vous, parce que je vais vous donner des exemples et que c'est vraiment très varié. Ça m'est arrivé une fois qu'on me contacte dans une situation plutôt de parcours de deuil. C'est une jeune femme qui avait les cendres de sa maman chez elle depuis plusieurs années et puis qui sentait que c'était le moment qu'elle en fasse quelque chose. Et puis en fait, elle m'a contactée par le biais de quelqu'un qui me connaissait. Et puis en fait, on a construit ensemble un rituel en nature pour pouvoir en fait mettre les cendres en terre et puis qu'elle puisse d'une certaine façon passer à autre chose. Ça, c'est aussi une des choses qu'on fait de créer par exemple des rituels, de remettre la ritualisation un petit peu de ces passages dans le quotidien des gens, parce que c'est vrai qu'on a quand même toute une partie de la population qui ne pratique pas au niveau religieux et qui a quand même besoin de rituels, mais qui ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et là, la doula de fin de vie, elle peut aussi être d'une grande aide. Donc, pour revenir à cette jeune femme, ben, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit ensemble. Et puis c'était vraiment un très beau moment qu'on a passé dans une forêt. Et puis voilà, ça c'est un exemple. J'ai d'autres exemples plutôt de fin de vie où j'ai été plusieurs fois contactée par des proches. C'est en général les proches qui me contactent. Pour des personnes qui ont des maladies incurables, comme la maladie de Charcot. D'où aussi ce que je disais, on ne nous appelle pas forcément dans les derniers jours, parce que par exemple, à partir du moment où il y a un diagnostic de maladie incurable, on peut être tout à fait apte à intervenir et il n'y a pas besoin d'attendre. Mais là, ces personnes, par exemple, elles avaient des maladies incurables. Et puis, il y avait beaucoup la partie des proches qui avaient besoin de pouvoir partager toutes leurs difficultés, tout ce qu'ils vivent au quotidien, toute la charge émotionnelle. Et puis après, c'est aussi de pouvoir être auprès de la personne qui se rapproche de la mort. J'ai eu l'occasion de faire des moulages de mains. Enfin, il y a aussi toute une partie créative qu'on peut proposer en fonction de nos compétences personnelles. Donc, c'est vraiment l'accompagnement des proches et de la famille. Par exemple, jusqu'au moment du décès, ça m'est arrivé aussi une fois d'accompagner une personne qui avait fait appel à Exit. Les personnes qui font appel à Exit, elles sont accompagnées par Exit. Enfin, la personne qui mandate Exit, elle est accompagnée par un bénévole. Mais après, il y a tous les proches, la famille, qui ont, pour certains, besoin de se préparer. C'est quand même pas anodin comme mort. Et puis là, j'ai été sollicitée pour, en fait, modérer des discussions au sein de la fratrie parce qu'il y avait des avis divergents ou des besoins différents. Et là, j'ai pu vraiment les aider à pouvoir s'écouter les uns les autres et se préparer à ce décès qui est quand même pas une mort naturelle et puis comment dire, il y a plein d'éléments. En fait, les gens sont confus, comprennent pas tout ce qui se passe. Et puis, moi, c'est vrai que je suis informée de comment ça fonctionne et je peux leur transmettre en fait des informations qui ensuite leur permettent de pouvoir un peu mieux appréhender la situation. Ça m'est arrivé une fois d'être contactée par une famille qui ne voulait absolument pas être impliquée dans
quelqu'un venait de décéder et les rapports familiaux étaient très mauvais. Et en fait, il n'y avait personne pour s'occuper de cette personne-là. Puis elle avait un peu disparu des radars. Ils ne savaient pas où elle avait été emmenée. Et puis, mais la famille ne voulait pas s'en occuper. Donc, ils m'ont en fait mandaté pour essayer de rechercher où était la personne. Parce que, en l'occurrence, dans cette situation, les petites filles étaient très touchées par le fait que leur grand-papa était à quelque part, elles ne savaient pas où. Et la famille ne voulait pas être impliquée, mais ne voulait pas non plus laisser ces petites filles sans réponse. Et du coup, c'est moi qui ai fait les démarches, les recherches à la place de la famille pour retrouver ce monsieur. Et puis, donc voilà, c'est vraiment... Ça peut être vraiment soit l'accompagnement, soit des choses assez variées. Il n'y a pas vraiment un accompagnement type, en fait. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être en contact, par exemple, avec les équipes soignantes, en plus d'être en contact avec les familles? Oui, absolument. J'ai eu tout dernièrement un accompagnement en institution. C'est la proche aidante qui m'a contactée pour avoir un accompagnement pour elle, mais pour, en l'occurrence, sa sœur qui vivait dans une institution. Cette personne avait voilà, une maladie lourde, mais en plus venait d'être diagnostiquée assez récemment avec un cancer en phase terminale. Et du coup, j'ai été amenée à accompagner et la personne en fin de vie et sa proche aidante. Mais j'ai aussi été là pour les équipes soignantes sur place. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir être, pas forcément de collaborer directement, mais d'être inclus dans les discussions avec l'équipe de soins palliatifs mobiles. Et c'est vrai qu'à la fin, tout le monde était très content. J'ai pu amener, un apport extérieur, non émotionnel, j'ai envie de dire. L'équipe soignante, là par exemple, c'est quelqu'un qui était depuis plus de 10 ans dans l'institution, donc c'est pas forcément évident comme rapport parce que voilà, ils connaissent la personne très très bien. Et puis, moi j'arrive avec une approche qui est pas affective, enfin émotionnelle, et du coup, j'ai pas mal fonctionné comme un peu comme liant, on va dire, autour des différentes personnes qui étaient impliquées. Euh, les soignants pouvaient partager ou peut-être me montrer leur émotion, ce qu'ils pouvaient peut-être pas faire devant la famille. Enfin, voilà, je suis un peu un point externe qui permet à chacun de venir déposer et puis amener de la fluidité dans la communication entre les uns et les autres. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez apprécié. Oui, c'est vrai, c'est un sujet dont on parle régulièrement dans le podcast, du fait que des fois, dans l'équipe soignante, on n'a pas d'espace pour parler de ça, pour parler du deuil, de la mort, ou de ventiler des situations qui ont été compliquées. Donc, j'imagine tout à fait que votre rapport était très bienvenu auprès de l'équipe. Oui, vraiment, j'ai vraiment eu des retours très positifs. C'est vrai que voilà, c'est une présence différente qui ouvre un espace où chacun se sent comme en sécurité de pouvoir déposer sans qu'il y ait des enjeux. C'est souvent ce qui se passe. Entre les proches, il y a des enjeux affectifs, etc. Entre les soignants et la personne malade et les familles, il y a des enjeux aussi. Du coup, la présence de la doula de fin de vie, elle ouvre un espace qui est différent, où chacun, quelque part, peut se retrouver comme un point, comment on pourrait dire ça, un point... D'ancrage. J'allais dire d'ancrage, ouais. Un point d'ancrage, effectivement. Nous, par exemple, on n'a pas forcément besoin de connaître tout le dossier médical, puisque vraiment, on est là pour apporter du soutien qui va plutôt être vraiment émotionnel, pratique, même social, j'ai envie de dire. En fait, par rapport aux soignants qui sont extrêmement présents, moi, j'ai été bénévole 4 ans aux soins palliatifs d'un hôpital régional.
vraiment, ils sont incroyables. Enfin, ils font un travail vraiment de dingue. En fait, quel que soit le soignant, il a la limitation de son poste de travail. Et la doula de fin de vie, en fait, une de ses forces, c'est qu'elle va être là quand les autres sont plus là. Dans le quotidien, la nuit, dans tous ces moments où finalement il n'y a plus forcément les structures institutionnelles ou les associations qui sont présentes. Pour vous donner un exemple d'une situation très concrète, il y a quand même maintenant de plus en plus de personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, qui sont souvent assez jeunes, soit qui sont jeunes et qui du coup ont des enfants jeunes, donc des proches aidants qui se retrouvent à devoir être proches aidants alors qu'ils sont encore dans une vie active et puis qui ne peuvent pas non plus être tout le temps auprès de leurs proches. Du coup, nous, on peut être une personne relais aussi. Mais aussi, on va pouvoir vraiment coller à leurs besoins à eux, aux horaires, etc. Parce que c'est vrai que ce soit les institutions ou les associations qui font un boulot formidable, il y a quand même des contraintes, parfois horaires, différentes choses, ou certaines limites. Même les bénévoles, vu que j'ai été bénévole, les bénévoles, ils ne peuvent pas non plus offrir un accompagnement sans limite. Ils ont les limitations qui sont fixées par le contrat de bénévolat qu'ils ont avec l'institution. Et puis, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est là où nous, on a plus de liberté aussi. La réalité aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui, comme moi, ont eu des enfants relativement tard, et puis qui sont âgés, puis qui entrent en institution, en EMS, et qui ont des enfants qui sont pas encore à la retraite. Et ces personnes-là, elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin d'un soutien qui soit souple, qui s'adapte à leur réalité. Et là, c'est vrai qu'on peut vraiment être un soutien très pratique. Est-ce que vous avez des conseils pour les futurs soignants pour faire face à la mort et pouvoir s'adapter plus facilement? Je dirais que le premier conseil, ça serait déjà individuellement en tant que personne, comme n'importe qui d'autre, en dehors même d'être un soignant, c'est d'oser aller explorer les thématiques de la fin de vie, de la mort et du deuil, même déjà rien que pour soi, pour l'intégrer en fait vraiment dans son quotidien comme des éléments qui font partie intégrante de la vie. Je dirais après qu'en tant que soignant, ce que j'observe, c'est parfois la difficulté à réaliser qu'il y a une limite qui est atteinte, hein, et qu'il y a vraiment à réfléchir en termes de confort de la personne. Si on se pousse trop loin certains traitements, on peut des fois aller vraiment trop loin presque dans une forme d'acharnement, mais je vois que c'est quand même quelque chose de difficile que j'observe sur le terrain. J'entends quand même souvent que, par exemple, les oncologues, pour prendre un exemple, vont avoir peut-être de la difficulté à passer le relais aux soins palliatifs assez tôt. Ils repoussent. Enfin, voilà, moi, le sentiment que j'ai, c'est que les soignants ont parfois de la peine à aborder le sujet des soins palliatifs parce que c'est vu comme... c'est un sujet compliqué parce que soins palliatifs, ça veut dire qu'on arrive au bout de ce qu'on peut faire en termes de traitement. Mais que malheureusement, le plus tard on en parle, le moins on peut accompagner de la meilleure façon ces moments-là, quoi. C'est vraiment, j'aurais envie de dire, de travailler la peur, de discuter de ce sujet-là, et puis peut-être de mieux se renseigner sur le rôle des soins palliatifs pour mieux comprendre en fait comment ça fonctionne et pourquoi c'est important qu'ils soient sollicités suffisamment tôt, notamment les équipes de soins palliatifs mobiles qui sont à disposition des hôpitaux, des cliniques, des EMS,
pour accompagner les soignants dans ces phases où on se rapproche de la fin de vie, quoi. Ouais, de ne pas attendre trop longtemps avant d'oser aborder le sujet avec le patient, peut-être. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà pu voir en stage où il y a des réticences des deux côtés, un peu de la part des soignants, mais aussi des fois des patients, où c'est vrai que de la même manière que vous dites que les gens, souvent, ils attendent un peu le dernier moment pour vous contacter. Il se passe un peu la même chose des fois avec les soins palliatifs qui arrivent un peu en fin de course, alors qu'au final, on aurait pu les faire venir déjà bien avant et que c'est pas... On peut faire coexister les soins palliatifs et des soins curatifs aussi, et de discuter du projet de soins de manière individualisée pour aussi que les patients aient un peu toutes les cartes en main. Mhm. Oui, puis qu'ils aient les cartes en main suffisamment tôt, parce que c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a pas mal de choses que les gens me disent, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Et puis, mais je me rends bien compte, c'est pas forcément évident, surtout qu'il peut y avoir beaucoup d'ambivalence où les gens vous diront, je veux que vous me disiez la vérité, mais en même temps, vous sentez bien qu'il y a de la résistance et qu'en même temps, ils ont envie de savoir, puis en même temps, pas vraiment, quoi. Peut-être dans les conseils, ça, je sais que dans le cursus, je ne sais pas, ça, c'est vous qui pourrez me dire maintenant quelle est la part un petit peu de la question de la fin de vie, de la mort dans le cursus de médecine. Je crois savoir qu'il est petit. Oui, ça doit se résumer à 2-3 heures sur tout le cursus, je dois dire. Plus quelques heures en plus dédiées un peu aux soins palliatifs et les traitements des soins palliatifs. Mais oui, bon, moi, je comprends bien que c'est pas possible de forcément creuser dans un cursus de médecine, mais par contre, voilà, si en tant que soignant, vous êtes confronté, et vous le serez, soit à la mort immédiate, soit à la fin de vie qui se profile, c'est vraiment d'oser aller, en fait, si vous n'êtes pas dans les soins palliatifs, d'oser aller demander de l'aide, contacter les professionnels des soins palliatifs pour être aiguillés, pour être soutenus aussi. Parce qu'ils ont vraiment un rôle très important de soutien et finalement, on ne peut pas être compétent dans tout. On a tous nos limites, moi, vous, et c'est vraiment d'oser faire appel à eux, même juste pour être guidé ou conseillé suffisamment tôt, de ne pas repousser le moment de le faire. Je pense que ça vous serait très utile à vous en tant que soignant et du coup, forcément, ça le serait pour vos patients parce que vous allez être les relais de ces informations-là. Alors, merci beaucoup Vanessa Meyer et merci à Fréquence Banane pour les locaux. Merci beaucoup de m'avoir accueillie.